De retour sur Africa 24 pour votre émission Politicia. Votre émission politique bi-hebdomadaire est consacrée à l'Éthiopie. Jusqu'à récemment, le pays était cité en exemple par de nombreux économistes du continent. Le pays est néanmoins confronté à quelques troubles. Comment moderniser donc le style de gouvernance? Nous tenterons d'y répondre avec nos invités. Mesfin Alex, qui est toujours en notre compagnie, Amidine Khan et enfin Mohamed Oudia. Avec une croissance officielle à 2 chiffres sur la dernière décennie et une stabilité encensée par l'ancien président américain Barack Obama lors de son séjour africain en août 2015, le discours sur la renaissance d'un pays assimilé à la famine, rappelons-le, dans les années 1980. Un discours porteur d'espoir, mais certains points viennent noircir ce tableau. Explication de Birama Saoumnera et Siamlo Victoria Sedji. En Éthiopie, le président est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est concentré aux mains du Premier ministre. L'actuel président de la République, Emalatou Tomé, l'ancien ambassadeur de l'Éthiopie en Turquie, a été élu le 7 octobre 2013 pour un mandat de 6 ans. Depuis le 20 août 2016, c'est Haïlé Mariam Desalegn qui assure les fonctions de Premier ministre. Il a les pleins pouvoirs et représente l'Éthiopie dans le concert des nations. Aujourd'hui, ce système politique de gouvernance suscite de nombreuses interrogations. Compte tenu de nouvelles mutations, les observateurs estiment que ce mode de gouvernance mérite d'être modernisé. Ce système mérite d'être modernisé. Il mérite surtout d'être adapté à la situation économique nouvelle, à l'émergence d'une classe moyenne. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut plus accepter ce système. Ils veulent un système moderne, moins contraignant, etc. Alors, à eux de susciter ce genre de réforme, mais certainement pas par la violence, parce que ce serait faire le jeu de ceux qui veulent détruire l'Éthiopie. L'actuel Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a succédé à Meles Zenawi au pouvoir depuis 1991 jusqu'à son décès à la mi-août 2012. L'Éthiopie est régulièrement accusée de bafouer les droits de l'homme et de faire taire les voix dissidentes. Pour beaucoup, le système politique éthiopien a stagné et est retombé dans l'autoritarisme. Cependant, sous le régime du Premier ministre Meles Zenawi, plusieurs réformes ont été ainsi initiées en vue de la modernisation du système de la gouvernance de l'Éthiopie. Il s'agit entre autres de renforcer l'état de droit, mais aussi la mise en place d'organes de contrôle de l'exécutif. Ce système a permis l'émergence d'une nouvelle classe. L'ancien Premier ministre, Feu Meles Zenawi, a, par le biais de ce système, rétabli un état de droit en Éthiopie. Il a notamment créé des institutions qui permettent le contrôle des pouvoirs publics et le contrôle de l'état de droit. Je pense en particulier à la personnalité de l'Ombudsman qu'ils ont créé, et ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme. Au cœur du système électoral actuel, 51% des voix suffisent à remporter tous les sièges. De fait, en Éthiopie, le pouvoir reste la chasse gardée du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. À la tête du pays depuis 1991, cette coalition a raflé la totalité des sièges lors des élections de mai 2015, qualifiées de mascarade par les partis d'opposition. L'État éthiopien joue un rôle primordial dans la croissance économique du pays, mais il a échoué à contenir les comportements rentiers et les pratiques qui gangrènent la structure du système. Monsieur Dia, on parle beaucoup de modernité, de gouvernance pour un style, pour un pays comme l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Mais moi, je ne pense pas du tout que le modèle de gouvernance de l'Éthiopie soit moderne. Ce n'est pas démocratique du tout. Vous savez, par exemple, pour faire examiner simplement une loi au Parlement éthiopien, il faut que la majorité des députés acceptent. Donc, ce qui veut dire que c'est verrouillé. Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans le reportage, on nous dit qu'à un moment donné, le régime a gagné la totalité des sièges. Mais c'est impossible en démocratie. Voilà, on pourrait même faire du blasphème en disant que même si Dieu était candidat quelque part, il n'aurait pas 100%. Pour des raisons évidentes, il y a des athées. Donc, ce système doit changer. Maintenant, comment il doit changer? La minorité qui tient le système, qui sont les Tigréens, ils ont créé, avec Meles Zenawi, ce qu'ils appellent le METEC, Metal and Engineering Corporation. Et ça, c'est le cœur du pouvoir.
Ça permet, c'est un complexe industriel qui permet de fabriquer des armes, des AK-47, qui permet de fabriquer des ameublements, toutes sortes de choses, des panneaux solaires. Et ça permet à cette caste de s'enrichir, mais grave, pour ainsi dire. Et donc ça, pour remettre ça en cause, il faut remettre en cause le pouvoir lui-même. Et ça ne va pas être simple. C'est quoi, c'est le régime parlementaire qui pose problème ou alors c'est la personne qui pose problème, monsieur Mesquine? Il y a les deux. Il y a les deux. Récemment, par exemple, le Premier ministre il a déclaré devant le Parlement qu'il connaissait des gens qui ont détourné l'équivalent de 4-5 millions d'euros qui étaient destinés à d'usage public. Vous vous rendez compte, un Premier ministre qui dit devant la représentation nationale, je connais qui a volé l'argent public, mais je ne peux pas vous le dire. Attendez, si on attend ça en France, déjà, la séparation de pouvoir lui-même, c'est-à-dire l'exécutif, le judiciaire, le Parlement, etc., ça n'existe pas en Éthiopie. C'est le pouvoir, presque la monarchie absolue. Et la plupart du temps, par exemple, la justice, elle est contrôlée par l'exécutif. Qui est dans la justice? Ce sont les mêmes qui détiennent l'économie. C'est toujours ce problème d'ethnisation des institutions qui pose problème, monsieur Kane? Oui, de toute façon, l'ethnisation, c'est dans tout le continent africain. Il faudra être aussi réaliste. Moi, je pense que le fait que le pouvoir ne soit pas toujours aux mains de ceux qu'on croit majoritaires ou bien imbus d'eux-mêmes, il faudra que, par exemple, que des minorités puissent accéder au pouvoir. Le fait que, par exemple, l'actuel Premier ministre soit d'une petite minorité du Sud, accède au pouvoir, c'est une chose formidable. Ah oui, c'est une chose formidable pour un pays. Ça veut dire que, d'ailleurs, il peut inciter à ce que la démocratie aille de l'avant dans ce pays. Parce que l'Éthiopie, nous tous les Africains, se sentent un peu éthiopiens. Parce que c'est l'histoire de l'Afrique qui est là. C'est l'histoire de l'Afrique, parce que c'est un continent, c'est un pays qui est reconnu comme, depuis le IIe siècle, par exemple, par Mani, qui a créé le manichéisme, un prophète perse, qui a reconnu l'Éthiopie comme l'une des 4 puissances mondiales en ce temps. L'une des 4 puissances mondiales. Et c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique. Vous voyez? Et puis qui a une culture très forte, qui a leur écriture, et puis ça, c'est à souligner, cause pour laquelle que des minorités accèdent au pouvoir, viennent au pouvoir, ça devrait inciter les Éthiopiens à s'assagir et puis à aller de l'avant. Moi, je crois que le fait que c'est vrai que Meles Zenawi avait serré les boulons, parce que c'est l'un des grands combattants, c'est lui qui a lutté contre Mengistu Haile Mariam avec le Derg. Il a combattu avec les Érythréens. Lorsqu'il y a eu l'indépendance, lorsque Haile Mariam est tombé, il est parti au Zimbabwe. Donc il a dit aux Érythréens, étant donné que vous nous avez prêté main forte, maintenant on peut dire que vous demandez soit qu'on continue à être ensemble, ou bien que vous demandez l'indépendance. Mais quand on voit qu'en août 2016, par exemple, le Premier ministre Haile Mariam Desalegn avait, lors d'un entretien, parlé de l'Éthiopie qui est en train de glisser vers un conflit ethnique semblable à ceux des autres pays voisins. Est-ce que justement le pays n'en est pas là, dans une sorte de programme, je crois que les forces éthiopiennes, les Éthiopiens sont conscients du rôle qu'ils jouent en Afrique et puis de leur capacité à aller de l'avant. Moi, je ne crois pas à une sécession de l'Éthiopie. Je ne crois pas à ça, parce que les Éthiopiens sont très fiers. On n'en est pas encore là, mais est-ce que les soulèvements de ces Oromo, l'ethnie majoritaire du pays, je termine, est-ce que l'ethnie de ces Oromo majoritaires, rappelons-le, elle met en question la pérennité de ce régime d'Addis Abeba, M. Mesfin? Bon, pour reprendre ce qu'il vient de dire monsieur, c'est que l'Éthiopie en tant que symbole pour le reste du continent africain, si vous regardez par exemple la couleur de drapeau, la plupart des pays africains, c'est jaune vert rouge. Il y a une dominance, si vous voulez, qui est une reprise exacte du drapeau éthiopien. L'Éthiopie, elle était toujours été le symbole de tout le combat de la dépendance, même à l'époque d'Haïlé Sélassié, quand il est allé jusqu'aux États-Unis pour dire aux Noirs, venez, vous avez chez vous un pays libre, etc., d'où les Rastas qui sont venus du monde entier pour s'installer à Chachemane, etc. L'Éthiopie, elle a toujours montré cette image. Mais cette image, cette unité de l'Éthiopie, vous vous rendez compte, même à l'époque de l'islam, avant déjà Mohammed, l'Éthiopie qui l'a accueilli, c'est-à-dire la religion même, elle ne fait pas, disons, une sorte d'abstraction par rapport
une telle religion, une telle ethnie, une telle couleur. Non, l'Éthiopie, elle était toujours un symbole d'hospitalité et d'image. Est-ce que cette pérennité est mise en danger voilà, je vais revenir là-dessus. Justement, c'est là-dessus que je veux revenir. L'Éthiopie, effectivement, elle ne peut pas y aller vers une guerre civile, disons, celle qu'on a connue malheureusement comme Rwanda. Parce que la population éthiopienne, il est relié l'un à l'autre. On est marié, les Oromo avec les Amara, les Tigré avec le Gambella, etc. Alors, qu'est-ce qui a justifié ces soulèvements? Les autorités, maintenant, il y a des signes dangereux, des signes qui montrent que la situation de la société éthiopienne, elle est dans un état de fragilité. À quel signe pensez-vous? Déjà, la répartition de l'économie, la confiscation de la terre par rapport à ce qui s'est passé aux Oromo, par rapport au Gambella, par rapport à ces dominations de contrôle sur l'ensemble de l'économie et la politique, voire même l'administration du pays, que les autorités ils doivent s'y prendre en main, qu'ils enlèvent ça de leur tête, de leur idéologie de dire selon leurs compétences, quelqu'un il doit occuper ce poste-là. Selon ses capacités, il doit occuper ces postes-là et non pas en fonction de sa. Mais monsieur Dia, que fait l'opposition dans tout ça? L'opposition, elle fait ce qu'elle peut. Il y a des partis d'opposition, mais vous savez, la presse est restreinte en Éthiopie et l'expression libre des idées n'est pas garantie. Ce qu'il vient de dire là et que mon ami Khan a dit aussi, c'est très bien. L'Éthiopie est un symbole, c'est vrai. Depuis d'ailleurs, je l'ai noté ici, la victoire historique de Menelik II contre les troupes italiennes le 1er mars 1896. C'est une date que nous avons apprise à l'école et que nous retenons. L'Éthiopie, c'est le symbole de l'Afrique. Le pays qui n'a jamais été colonisé. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il y a des réalités de lutte de pouvoir en Éthiopie. Et déjà, il y a une sécession qui a eu lieu. L'Érythrée, quand même, a fait sécession, après un référendum démocratique. Mais il y a eu une guerre qui a suivi, de 1998 à 2000. Il y a eu 80 000 morts. Et aujourd'hui, l'Éthiopie est totalement enclavée. Et pour accéder à la mer, il y a une ligne de chemin de fer qui va être construite par les Chinois d'ailleurs. Il faut qu'on parle peut-être de la présence chinoise en Éthiopie. Et ces Chinois vont faire cette ligne de chemin de fer pour permettre à l'Éthiopie d'avoir un accès par Djibouti à la mer. Et ça, c'est très bien. Donc sur le plan du développement économique, comme l'a dit tout à l'heure M. Khan, c'est vrai, il y a eu des modèles qui sont les dragons asiatiques. Ils ont commencé par l'autoritarisme, ont réussi à développer leur pays, mais la démocratie est venue après, parce que les peuples ne peuvent pas accepter d'être brimés ad vitam aeternam. La Corée du Sud, mais aussi Taïwan, mais aussi Singapour, la liste est longue. Tous ces pays sont développés par la force, par l'autoritarisme. Mais après, il y a eu la démocratie. Il est vrai aussi que... Donc on attend, en fait, on continue ce développement pour ensuite s'occuper de l'aspect démocratique du pays. Si c'était garanti, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est le fait? C'est le cas. Alors, voilà. Moi, je crois au modèle éthiopien. J'analyse ça de l'extérieur. C'est vrai que je ne suis pas éthiopien, mais je regarde ça de très près. Et puis, je pense que c'est un pays qui va s'en sortir. Ce qui va s'en sortir, c'est vrai que maintenant, c'est fragile. Ils ont une croissance à 2 chiffres, c'est fragile. Il commence à y avoir, par exemple, une classe moyenne qui commence à émerger, bien que classe moyenne là-bas, c'est aussi très fragile, parce que quand on gagne moins de 100 euros, 95 euros, déjà on dit qu'on est dans la classe moyenne. Mais je crois que c'est un pays qui est en train d'émerger, et puis il faudra l'encourager pour que l'Éthiopie aille de l'avant. Mais est-ce que privilégier l'économie, l'ouverture, en tout cas la stabilité politique actuelle, à court terme ne finira pas plus tard par exploser? Non, mais de toute façon, je crois que les dirigeants actuels, l'actuel Premier ministre, il est protestant, le vice-premier ministre est musulman. Vous voyez? Et puis avant, c'était toujours les orthodoxes qui prenaient généralement le pouvoir. La majorité. Donc il y a une ouverture politique? Je crois qu'il y a une ouverture politique. Et puis moi, je crois qu'il faut voir ça d'un bon œil. Parce qu'un tiers de la population éthiopienne est musulmane. Un tiers. Des 100 millions, un tiers est musulman. Hein? Vous voyez? Donc je crois qu'il faudra donner des gages que l'Éthiopie va dans le bon sens, dans le développement économique, aussi pour les droits de l'homme. Je crois que maintenant, ils sont obligés d'y aller. Vous voyez? Mais il ne faudra pas essayer d'arrêter cet élan en plein milieu, parce que ce serait dommage pour ce pays. Et puis ce pays a des défis colossaux à relever, parce que c'est le défi le plus dangereux pour l'Éthiopie et puis pour l'Afrique d'ailleurs. Moi, je l'ai dit dans beaucoup de cas, c'est le partage des eaux du Nil, surtout avec son puissant voisin, l'Égypte. Parce que l'Égypte a toujours menacé l'Éthiopie, alors que la plupart des eaux viennent justement d'Éthiopie.
On ne peut pas dire que les eaux viennent de chez moi, mais que je n'ai pas droit de chapitre là-dessus. Donc ça va être là aussi un problème entre deux pays. Deux pays, et puis voisins, que le monde d'ailleurs doit surveiller de près. Parce que l'Éthiopie est en train de se réarmer, est en train de monter en puissance, et puis que la première armée africaine, on sait que c'est l'Égypte, mais l'Éthiopie est en train de monter en puissance. Donc s'il y a confrontation, sera une confrontation terrible, et puis de civilisation. Pour ce qui a été de la politique intérieure, le gouvernement a tenté d'apaiser la situation dont on parlait avec l'instauration de l'état d'urgence et qui a été récemment reconduite. Est-ce que ce type de mesure permet d'étouffer le phénomène ou alors on peut s'attendre dans quelque temps à de nouvelles manifestations? Déjà, pour voir la réalité en face, c'est que même si cet état d'urgence, parce que la manifestation, la révolte était visible, mais l'état d'urgence, au sens caché du terme, il existait. On était toujours, enfin en Éthiopie, on est surveillé en permanence. Il y a des services secrets qui travaillent par-ci par-là, les opposants, tout ça, ils étaient réprimés et tout. Donc il n'y a aucune différence là-dessus pour moi. Mais pour revenir à mon ami Khan, c'est que je veux bien que certains développements, certains changements de l'Éthiopie, ça donne de l'espoir, ça donne un avenir meilleur. Mais le problème, c'est qu'en Éthiopie, vous avez suivi l'actualité récemment à un endroit qui s'appelle Koché, là où il y a eu des déchets à Addis, il y a plus de 70 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Autour d'Addis Ababa, il y avait un déchet, les gens qui vont chercher quelque chose qui a de valeur, etc., de nourriture, de matériel, etc. Paf, il y a eu 70 morts et de centaines de personnes disparues. On ne sait pas encore les bilans exacts. Un accident, effectivement, qui a eu lieu récemment. Pourquoi cet accident? Le gouvernement, il voulait faire des travaux à côté, etc. Il les a dit d'évacuer les lieux. C'est ce qu'ils disent. Hein. Quand vous évacuez quelqu'un, par exemple, vous enlevez des SDF ou des sans-domicile, vous l'évacuez, vous l'amenez quelque part. Vous le relogez quelque part. Vous ne le dites pas dégagez d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe à Addis Ababa, par exemple, autour? Il y a des logements, des appartements, des villas, des maisons qui se construisent d'une façon moderne que vous ne pouvez pas imaginer. Mais pourquoi on ne fait pas cette mixité sociale dès maintenant? Il y a des arrondissements, par exemple, de quartiers, de privilégiés, que de bourgeois venus de l'étranger, ou bien ceux qui habitent sur place, c'est presque, il y a des barrières que ni les gens les plus défavorisés, il n'y a pas des HLM, il n'y a pas de petits appartements, non. Ce sont des villas, de luxe, etc. Mais ces genres de quartiers, quand on crée dans un pays, ça crée exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. Parce qu'on l'a fait dans les années 60-70, soi-disant pour faire venir les immigrés, etc. Et ça, on sait qu'est-ce que ça a donné maintenant. Mais on va parler justement de cette industrialisation sur la population. Ça sera justement notre dernière partie. On va parler de l'industrialisation sur le développement du pays. Quels sont justement ses impacts? Quelles sont justement les conséquences? On va d'abord marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Politicien.